Le 20 octobre 2025. Un dimanche. Pendant que les Européens profitent de leur week-end, un appel téléphonique traverse le continent. D'un côté, Volodymyr Zelensky, président d'une Ukraine en guerre depuis plus de 3 ans. De l'autre, Emmanuel Macron, président de la République française. 53 minutes d'échange. 53 minutes qui vont redéfinir les règles du jeu européen. Parce que ce jour-là, Zelensky a demandé plus. Beaucoup plus. Et Macron a répondu. Mais pas comme tout le monde l'attendait. Que s'est-il vraiment dit lors de cet appel? Pourquoi Macron a-t-il choisi ce moment précis pour poser ses conditions? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur l'avenir de l'Europe face aux pressions américaines, aux exigences ukrainiennes et à la guerre qui s'éternise? Restez jusqu'au bout. Parce que ce que vous allez découvrir va bien au-delà d'un simple coup de fil diplomatique. C'est l'histoire d'un homme qui refuse de recevoir des ordres. L'histoire d'une France qui reprend la main. L'histoire d'une Europe qui doit choisir son camp. Et cette histoire commence 3 jours plus tôt, à Washington. Le 17 octobre 2025. Zelensky est reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. L'atmosphère est tendue. Trump, revenu au pouvoir avec une promesse claire, veut mettre fin à la guerre. Rapidement. À n'importe quel prix. Ces mots sont sans équivoque, ils doivent arrêter la guerre immédiatement. Vous tracez une ligne sur le front actuel. Sinon, c'est trop compliqué. Vous ne pourrez jamais régler ça. Arrêtez-vous à la ligne de bataille et que chacun rentre chez soi. Imaginez la scène. Zelensky, qui depuis février 2022 se bat pour chaque centimètre de territoire ukrainien, qui a perdu des dizaines de milliers de soldats, qui a vu ses villes détruites, entend le président américain lui suggérer d'accepter l'occupation russe, de geler le conflit, de renoncer. Mais Zelensky n'est pas venu à Washington pour capituler. Il est venu chercher des armes, des garanties, de l'argent. Et surtout, il est venu rappeler à l'Occident qu'abandonner l'Ukraine, c'est abandonner l'ordre international. Sauf que Trump n'est plus le même allié que Biden. Trump veut se désengager. Trump veut que l'Europe paie. Trump veut que l'Europe prenne ses responsabilités. Et c'est exactement là que tout bascule. Parce que si Washington se retire, qui reste? Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, l'Europe. Et au cœur de cette Europe, un homme qui attend ce moment depuis des années. Un homme qui a toujours cru que l'Europe devait devenir une puissance autonome. Un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Revenons en arrière. Depuis 2022, la France a versé plus de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. 50 milliards. Armes, aide humanitaire, soutien budgétaire, accueil de plus de 120 000 réfugiés. La France a été là. Toujours. Sans faillir. Macron a multiplié les appels avec Poutine, avec Zelensky, avec Biden, avec Scholz. Il a tenté de négocier, de trouver une issue diplomatique, tout en maintenant le soutien militaire. Mais voilà. 3 ans plus tard, la guerre continue. Les Russes tiennent 20% du territoire ukrainien. Les sanctions européennes n'ont pas fait plier Moscou. Et maintenant, Trump revient avec son isolationnisme. L'Europe se retrouve seule. Ou presque. Et Zelensky, lui, continue de demander. Plus d'armes. Plus d'argent. Plus de sanctions. Plus de pression. Plus, toujours plus. Comme si l'Europe était un distributeur automatique. Comme si Paris, Berlin et Bruxelles n'avaient qu'à signer des chèques en blanc, sans poser de questions, sans fixer de cadre, sans définir de stratégie à long terme. Mais le 20 octobre 2025, quelque chose change. Parce que ce jour-là,
Macron décide qu'il est temps de parler franchement. Temps de poser les vraies questions. Temps de fixer les conditions. L'appel commence à 14 heures, heure de Paris. Zelensky est direct. Il sait que le Conseil européen se réunit dans 3 jours, le 23 octobre. Il sait que c'est le moment de pousser, de demander un nouveau paquet d'aide, de réclamer l'utilisation des 300 milliards d'euros d'actifs russes gelés en Europe, de demander le 19e paquet de sanctions, de demander des garanties de sécurité, de demander, encore et toujours. Et Macron écoute. Il écoute pendant plusieurs minutes. Il prend des notes. Il laisse Zelensky exposer ses besoins, ses urgences, ses frustrations. Parce que Macron sait une chose que beaucoup ignorent, en diplomatie, celui qui parle en premier révèle ses faiblesses. Celui qui écoute garde le contrôle. Et puis, après ce long monologue, Macron prend la parole. Et là, tout change. Monsieur le Président, la France et l'Europe ont été à vos côtés depuis le premier jour. Nous avons donné des armes, de l'argent, de l'asile. Nous avons imposé des sanctions qui coûtent cher à nos économies. Nous avons tenu bon face à Moscou. Mais aujourd'hui, nous devons parler d'autre chose. Nous devons parler de l'après. Nous devons parler de la paix. Et nous devons parler des conditions. Silence. Un silence lourd. Parce que Zelensky n'a pas l'habitude qu'on lui parle ainsi. Parce que depuis 3 ans, l'Occident a dit oui. Toujours oui. Oui aux armes. Oui à l'argent. Oui aux sanctions. Oui à tout. Mais ce jour-là, Macron dit autre chose. Il dit « oui, mais ». Macron continue. Sa voix est calme, posée, mais ferme. L'Europe doit jouer un rôle central dans la recherche de la paix en Ukraine, tout en maintenant notre soutien à Kiev et en exerçant une pression diplomatique maximale sur la Russie. Notez bien ces mots. Rôle central. Pas un rôle de suiveur. Pas un rôle de financier silencieux. Un rôle central. Cela signifie que l'Europe, et en particulier la France, ne se contentera plus d'exécuter les décisions prises à Washington ou de répondre aux demandes formulées à Kiev. L'Europe veut être au cœur du processus de paix. L'Europe veut définir les termes. L'Europe veut être un acteur, pas un spectateur. Et cela, c'est une révolution. Parce que depuis 1945, l'Europe a toujours été sous parapluie américain. L'OTAN, c'est Washington qui commande. La sécurité européenne, c'est Washington qui garantit. Les grandes décisions stratégiques, c'est Washington qui tranche. Mais là, Macron dit non. Cette fois, c'est différent. Cette fois, nous prenons la main. Et il ne s'arrête pas là. Il pose ses conditions. 3 conditions claires, non négociables. Première condition, l'Ukraine doit accepter de participer à un processus de négociation sérieux, sous médiation européenne, dès que les conditions militaires le permettront. Pas dans 10 ans. Pas quand Moscou sera à genoux. Mais dès que possible. Parce que la guerre ne peut pas durer éternellement. Parce que l'Europe ne peut pas financer un conflit sans fin. Parce qu'il faut penser à l'après. Deuxième condition, les fonds européens, y compris les actifs russes gelés, seront utilisés non seulement pour la défense, mais aussi pour la reconstruction et pour préparer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cela signifie des réformes, de la transparence, de la lutte contre la corruption, de la gouvernance. Pas de chèque en blanc. Pas d'argent sans contrôle. L'Europe veut des garanties. L'Europe veut voir des résultats. Troisième condition, la France et l'Europe doivent être au centre de toute architecture de sécurité future en Europe de l'Est. Pas seulement l'OTAN. Pas seulement les États-Unis.
Mais l'Europe, avec ses propres mécanismes, ses propres garanties, sa propre autonomie stratégique. Voilà. C'est dit. C'est clair. C'est net. Macron ne dit pas non à l'aide. Il dit oui, mais à nos conditions. Il ne dit pas non au soutien. Il dit oui, mais dans un cadre que nous définissons. Il ne dit pas non à Zelensky. Il dit oui, mais en tant que partenaires égaux, pas en tant que guichet automatique. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi Macron choisit-il ce moment précis pour durcir le ton? Pourquoi ne pas continuer comme avant à donner, à soutenir, à suivre? La réponse est simple. Parce que le contexte a changé. Parce que Trump est de retour. Parce que Washington se retire. Parce que l'Europe n'a plus le choix. Elle doit grandir. Elle doit devenir adulte. Elle doit cesser d'être le petit frère qui suit le grand frère américain. Elle doit devenir un acteur à part entière. Et Macron le sait. Il le sait depuis longtemps. Depuis son discours de la Sorbonne en 2017, où il parlait déjà de souveraineté européenne. Depuis son appel à une Europe qui protège. Depuis ses tentatives de dialogue avec Poutine, critiquées par certains, mais qui montraient une chose, la France refuse d'être un simple exécutant. Et aujourd'hui, en 2025, ce moment est arrivé. Le moment où l'Europe doit choisir. Soit elle reste dépendante, soit elle devient souveraine. Soit elle subit, soit elle agit. Soit elle reçoit des ordres, soit elle en donne. Et Macron a choisi. Il a choisi la souveraineté. Il a choisi l'autonomie. Il a choisi de dire, la France ne reçoit pas d'ordre. Mais revenons à cet appel du 20 octobre. Parce que Zelensky, lui, n'est pas convaincu. Il répond. Il argumente. Il rappelle que l'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Que si l'Ukraine tombe, c'est la Pologne qui sera menacée. Puis les pays baltes. Puis toute l'Europe de l'Est. Il rappelle que l'Ukraine a perdu des centaines de milliers de soldats. Que des villes entières ont été rasées. Que des millions de personnes ont fui. Il rappelle que l'Europe a une dette morale envers l'Ukraine. Et il a raison. Sur tout cela, il a raison. L'Ukraine se bat. L'Ukraine souffre. L'Ukraine mérite le soutien de l'Europe. Mais Macron ne dit pas le contraire. Il ne dit pas « nous vous abandonnons ». Il dit « nous vous soutenons, mais nous devons aussi penser à demain. Nous devons penser à la paix. Nous devons penser à l'Europe. » Et c'est là toute la différence. Zelensky pense à court terme. À la bataille d'aujourd'hui. À la ligne de front. À la prochaine offensive. Macron pense à long terme. À l'architecture de sécurité européenne. À l'équilibre du continent. À la place de l'Europe dans le monde. Ce n'est pas une question de courage. C'est une question de vision. Zelensky est un soldat. Macron est un architecte. Zelensky se bat pour survivre. Macron construit pour durer. Et les deux ont besoin l'un de l'autre. Mais pour que cela fonctionne, il faut des règles. Il faut un cadre. Il faut des conditions. L'appel se termine après 53 minutes. Les deux hommes conviennent de se rencontrer prochainement. Zelensky publie un message sur Telegram. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un avenir proche. Macron, lui, reste silencieux. Pas de communiqué de presse. Pas de déclaration triomphale. Juste le silence. Le silence de celui qui sait qu'il vient de poser un acte historique. Le silence de celui qui sait que les vraies batailles se gagnent dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Mais dans les couloirs de l'Élysée, on sait. On sait que quelque chose vient de changer.
On sait que la France vient de reprendre la main. On sait que l'Europe vient de franchir un cap, et 3 jours plus tard, le 23 octobre, le Conseil européen se réunit. Et là, tout le monde comprend. Parce que la France arrive avec un plan. Un vrai plan. Pas juste une liste de bonnes intentions. Pas juste un nouveau paquet d'aides. Mais un plan stratégique pour l'avenir de l'Europe. Premier point, création d'un nouvel instrument financier pour utiliser les actifs russes gelés. 300 milliards d'euros. Mais pas n'importe comment. Avec des conditions. Avec des contrôles. Avec des objectifs clairs. Une partie pour la défense. Une partie pour la reconstruction. Une partie pour les réformes. Tout est encadré. Tout est transparent. Deuxième point, adoption du 19e paquet de sanctions contre la Russie. Ciblant la flotte fantôme. Ciblant le complexe militaro-industriel. Ciblant les contournements. Mais en même temps, préparation d'un cadre pour de futures négociations. Parce que les sanctions ne sont pas une fin en soi. Elles sont un moyen de pression. Et la pression, ça sert à négocier. Troisième point, lancement d'une initiative européenne pour une architecture de sécurité post-conflit. Avec la France et l'Allemagne en tête. Avec la participation de tous les États membres. Avec l'objectif de créer un système de garantie de sécurité qui ne dépende pas uniquement de l'OTAN. Qui ne dépende pas uniquement des États-Unis. Mais qui soit européen. Autonome. Souverain. Et là, vous comprenez. Vous comprenez que ce n'était pas juste un appel téléphonique. C'était le début d'une nouvelle ère. L'ère de l'Europe puissance. L'ère de l'Europe souveraine. L'ère de l'Europe qui ne suit plus, mais qui mène. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi ce moment est-il historique? Pour comprendre, il faut remonter dans le temps. Il faut revenir à 1966. À Charles de Gaulle. Au retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. À ce moment où de Gaulle a dit « La France ne sera pas un vassal ». Pendant des décennies, cette décision a été critiquée. On a dit que de Gaulle était arrogant. Qu'il affaiblissait l'Occident. Qu'il faisait le jeu de Moscou. Mais aujourd'hui, avec le recul, on comprend. On comprend que de Gaulle avait raison. Que la souveraineté n'est pas un luxe. Que l'autonomie n'est pas une trahison. Que l'indépendance est une nécessité. Et Macron, en 2025, fait exactement la même chose. Il dit, l'Europe ne sera pas un vassal. Ni de Washington. Ni de Moscou. Ni de Pékin. L'Europe sera elle-même. Avec ses valeurs. Avec ses intérêts. Avec sa vision. Et cela, c'est du gaullisme. Du pur gaullisme. Pas le gaullisme de façade. Pas le gaullisme de discours. Mais le gaullisme d'action. Le gaullisme de décision. Le gaullisme de courage. Parce qu'il faut du courage pour dire non. Il faut du courage pour poser des conditions. Il faut du courage pour affronter les critiques. Parce que Macron sait qu'il va être attaqué. Par Zelensky, qui va dire qu'il abandonne l'Ukraine. Par les Américains, qui vont dire qu'il affaiblit l'Alliance. Par les Européens de l'Est, qui vont dire qu'il fait le jeu de Poutine. Mais Macron s'en fiche. Parce qu'il sait qu'il a raison. Parce qu'il sait que l'histoire lui donnera raison. Comme elle a donné raison à De Gaulle. Comme elle a donné raison à Chirac en 2003, quand il a refusé la guerre en Irak. Et vous savez quoi? Les Français le comprennent. Selon un sondage IFOP d'octobre 2025, 68% des Français soutiennent les efforts diplomatiques de Macron sur l'Ukraine. 68%. C'est énorme. Parce que les Français savent.
Ils savent que la guerre ne peut pas durer éternellement. Ils savent que l'Europe doit prendre ses responsabilités. Ils savent que la France doit être un leader, pas un suiveur. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est du réalisme. C'est de la vision. C'est de la stratégie. Parce que soutenir l'Ukraine, ce n'est pas juste envoyer des armes. C'est aussi préparer la paix. C'est aussi construire l'avenir. C'est aussi penser à l'Europe de demain. Et c'est exactement ce que Macron fait. Il ne dit pas « arrêtons tout ». Il dit « continuons, mais intelligemment. Continuons, mais avec une vision. Continuons, mais en tant qu'Européens. » Alors, que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer après ce Conseil européen du 23 octobre? Que va-t-il se passer après cette prise de position française? Plusieurs scénarios sont possibles. Premier scénario, Zelensky accepte les conditions. Il comprend que l'Europe est son dernier allié fiable. Il comprend que sans l'Europe, l'Ukraine est seule. Il accepte de participer à un processus de négociation. Il accepte les réformes. Il accepte le cadre européen. Et dans ce cas, l'Europe devient le médiateur principal. La France et l'Allemagne prennent la tête des négociations. Et l'Europe sort grandie de cette crise. Deuxième scénario, Zelensky refuse. Il continue de demander plus. Il continue de critiquer l'Europe. Il continue de jouer la carte américaine. Et dans ce cas, l'Europe durcit le ton. Les conditions deviennent plus strictes. L'aide devient plus conditionnelle. Et l'Ukraine se retrouve isolée. Troisième scénario, un compromis. Zelensky accepte une partie des conditions. L'Europe assouplit une partie de ses exigences. Et les deux parties trouvent un terrain d'entente. C'est le scénario le plus probable. Parce qu'en diplomatie, personne ne gagne tout. Mais tout le monde peut gagner quelque chose. Et dans tous les cas, une chose est sûre, l'Europe a changé. L'Europe n'est plus la même. L'Europe a franchi un cap, l'Europe est devenue adulte. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Macron a raison de poser des conditions? Pensez-vous que l'Europe doit devenir plus autonome? Pensez-vous que la France doit jouer un rôle de leader? Dites-le en commentaire. Partagez votre avis. Partagez cette vidéo. Parce que ce débat est essentiel. Parce que l'avenir de l'Europe se joue maintenant. Parce que nous sommes tous concernés. Et si vous voulez comprendre les enjeux géopolitiques, si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment dans les coulisses du pouvoir, si vous voulez être informé avant tout le monde, abonnez-vous. Activez la cloche. Parce que nous allons continuer à décrypter, à analyser, à révéler. Mais avant de terminer, laissez-moi vous dire une dernière chose. Une chose que les médias mainstream ne vous diront pas. Une chose que les politiciens ne veulent pas que vous sachiez. Ce qui s'est passé le 20 octobre 2025 n'est pas juste une conversation téléphonique. C'est un tournant historique. C'est le moment où l'Europe a cessé d'être un suiveur pour devenir un leader. C'est le moment où la France a cessé de recevoir des ordres pour en donner. C'est le moment où Macron a cessé d'être un président parmi d'autres pour devenir un homme d'État. Et cela, mes amis, c'est rare. C'est précieux. C'est historique. Alors oui, Zelensky exigeait plus de l'Europe. Mais Macron a posé des conditions. Des conditions que personne n'attendait. Des conditions qui changent tout. Et maintenant, le monde entier regarde. Le monde entier attend. Le monde entier se demande, que va faire l'Europe? La réponse est simple. L'Europe va faire ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. L'Europe va prendre ses responsabilités. L'Europe va devenir souveraine. Et la France, comme toujours, montrera le chemin.
La France ne reçoit pas d'ordre. Leader, pas suiveur. L'Europe d'abord.